Charlotte, qui en est? 안녕하세요. Bonjour à tous et à toutes, et vous êtes de retour sur Parloma K-Drama. Nous avions longuement débattu de nos sentiments sur le dernier épisode de Mellow Movie, et on avait adoré, je pense. Vraiment, ouais. Et aujourd'hui, on va plutôt se focaliser sur le point culture avec Elena, sur l'épisode en question, et un petit jeu de traduction pour clore cet épisode, cette série, ce drama. Cette saison, ouais. Un épisode de clôture, comme on disait. Un épisode de clôture. Merci, Elena. Sur ce, Elena, je te passe un peu la parole pour que tu nous parles un peu des points de culture de cette série. Un peu tard, un petit peu. Je vais faire bref. On a encore appris plein de choses avec Elena. Effectivement, dernier épisode, dernière partie de ma rétrospective sur l'histoire du cinéma coréen. Et on termine cette rétrospective sur deux périodes historiques, une fois n'est pas coutume. On va parler de la révolution des années 80 et on va parler du phénomène de la Hallyu, que vous connaissez sans doute très bien, et donc ça va rejoindre un petit peu notre époque, puisqu'on se rapproche sur la frise chronologique de l'histoire. Et donc pour commencer je vous parlais des années 80, je vais reposer quelques bases historiques comme j'aime beaucoup le faire. Donc on est à la fin des années 70 et ces années-là, elles sont marquées par un fait historique assez marquant, puisque le 26 octobre 1979, le président / dictateur militaire en place, Park Chung-hee, il est assassiné. Voilà. Donc forcément plus de président. Il y a un président dont je ne parlerai pas parce qu'il n'a pas eu beaucoup d'intérêt dans ma partie. Mais en tout cas, quelques années, un an plus tard, le 17 mai 1980, un général fait son apparition, le général Chun Do-han, qui va devenir du coup le nouveau président puisqu'il va renverser le pouvoir en menant un coup d'État. Et une de ses premières décisions, ça va être d'instaurer la loi martiale. Youhou! Ils aiment ça, les coups d'État là-dedans. C'est pas la bonne période. Non. Et c'est vrai que ça fait un peu écho à l'actualité récente qu'il y a eu en Corée. Et puis même président / dictateur. Ils aiment bien en Corée, ouais. En tout cas, ils aimaient bien au départ. C'était les prémices de la démocratie en Corée du Sud, donc pas évident de trouver ces marques. Et donc loi martiale, qu'est-ce que c'est? Très rapidement, en fait, c'est quand l'armée contrôle le gouvernement. Ils ont donc le pouvoir d'imposer des restrictions telles que des couvre-feux, l'interdiction de manifestations. Ils peuvent contrôler les médias. Donc, vous le comprenez, c'est un outil très très utile pour réprimer l'opposition politique. Évidemment, ça va pas passer auprès de la population et ça va être l'origine du soulèvement étudiant et syndical de la ville de Gwangju, dont je vous avais parlé pendant le podcast sur Unpal. Et ce soulèvement, il va être réprimé dans la violence. Et donc, qu'est-ce que va faire le gouvernement? Par crainte de voir le mécontentement prendre une ampleur plus importante, il va tenter d'amadouer et de distraire le peuple coréen avec un assouplissement d'un certain nombre de règles. Et c'est là qu'on retombe sur notre sujet. Ils vont mettre en place la politique des 3 S pour sport, sex and screen. Alors, au niveau du sport, en fait, la politique elle va prendre forme à partir de janvier 1982. Ils vont mettre fin au couvre-feu national. Alors, c'est sûrement pas la première répercussion à laquelle vous penserez. En tout cas, moi, c'est pas celle-là à laquelle j'ai pensé. Mais cette levée du couvre-feu, elle va favoriser le développement de l'industrie de la nuit et par extension l'industrie du sexe. Le deuxième S. Voilà, le sexe, exactement. La même année, en décembre, est créée la KBO, c'est la Ligue professionnelle coréenne de baseball. Et par la suite, il y aura aussi la Corée du Sud qui va entrer dans les préparatifs de l'accueil des Jeux Olympiques de 1988. Donc là, on est dans le sport, si vous aviez pas suivi. Oui, merci. Et enfin, le point qui nous intéresse, le gouvernement va également donner plus de liberté à l'industrie du cinéma et va assouplir la censure. Parce que je vous rappelle que la période précédente, c'était une période
il y avait énormément de censure et le gouvernement contrôlait énormément ce qui sortait en termes de production nationale. Par contre, c'est super intéressant parce que là, on a en parallèle donc un président / dictateur et un autre qui a quand même convoqué la loi martiale. Ouais. Donc 2 régimes autoritaires, on peut dire, mais avec des points de vue complètement différents sur le divertissement, quoi. Ouais. Et là, en fait, je pense la manière la plus simple de l'expliquer, c'est qu'ils voulaient apaiser les tensions. Ouais. Et donc ils se sont dit, ok, on va en faire une petite entourloupe. Regardez pas ce qu'on fait, regardez. Voilà, exactement. Genre, amusez-vous pendant que nous on fait nos bails. On fait nos bails, Casey. Et donc cela va notamment passer par l'autorisation de produire des films érotiques. Le lien avec le 3e S. L'assouplissement des restrictions va pas s'arrêter là, puisque en 1984 puis en 1986, la Motion Picture Law, donc dont je vous avais parlé dans l'épisode précédent, donc pour rappel, cette loi a été imposée en 1962 et elle imposait un nombre de films à produire, des normes techniques, un budget, et ça limitait le nombre de films étrangers importés en Corée du Sud. Donc cette loi va être révisée, donc comme je disais, en 84 et en 86, et donc les films étrangers vont désormais pouvoir s'importer plus librement en Corée du Sud, et les distributeurs étrangers n'auront plus l'obligation de passer par un référent local, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir distribuer par eux-mêmes en fait leurs films sur place. Pour illustrer cela, donc en 1985, seule une trentaine de films étrangers ont pu faire leur arrivée jusqu'aux écrans sud-coréens, contre près de 350 en 1993. Ah oui. Une grosse différence. Hein. Exact. Et donc, vous vous en doutez, inévitablement, ça va avoir un impact très négatif sur la production nationale, puisque celle-ci va diminuer de près de la moitié entre 1991 et 1993. Forcément, tu fais pas le poids entre un Spielberg et un inconnu au bataillon. Bah oui. Bah disons que il y a eu beaucoup de blockbusters américains qui sont sortis à l'époque, et forcément, ça a eu une renommée internationale. Et donc, malheureusement, les petites productions locales en Corée du Sud, elles faisaient pas le poids face à ces mastodontes. La production nationale, elle va diminuer de près de la moitié. Entre 1991 et 1993, elle passe de 121 films à 64 films. À la fin des années 90, le nombre de films coréens qui sortent sur écran est 6 fois plus faible que le nombre de films étrangers. C'est-à-dire qu'on a 42 films coréens en 1999 contre 233 films étrangers. Ce qui est quand même pas très... c'est pas équilibré déjà. Très équilibré. Hésite pas à m'arrêter quand tu veux, Erwan. Non, je débite parce que j'essaie d'aller vite. Mais... non, au contraire, j'écoute bien. Et c'est vrai que le soft power coréen, il a commencé aussi par là avec le cinéma. Ouais. Mais je crois que le premier public visé dans le cinéma et on va dire dans les dramas pour les Coréens, ça restait dans le continent de l'Asie, c'était les Chinois. Ouais. C'était les plus gros consommateurs au début. C'est vrai. Et j'en viens du coup plus tard quand je vais parler. Non, mais t'as tout à fait raison. J'en reparle un petit peu plus tard. Donc pour continuer sur ma petite frise chronologique, à partir de 1988, les sociétés de films étrangères vont même être autorisées à ouvrir des filiales en Corée. Et la première société qui va venir s'installer en Corée, c'est la United International Pictures. Je connaissais pas personnellement, mais ils viennent s'installer en mars 1988. Et ensuite vont suivre d'autres boîtes de prod que vous connaissez sans doute, notamment la 20th Century Fox qui s'installe en août 1988, Warner Bros qui s'installe en 1989, Columbia TriStar en 90, puis Disney même en 1993. Et ça va changer quoi pour la production Bah en fait du coup ça fait une concurrence énorme en fait avec les boîtes de prod locales, et donc les petites boîtes indépendantes coréennes, elles vont se faire noyer parmi ces... Donc c'est pas positif pour l'instant. Pas positif pour en tout cas pour la production locale. Disons que c'est positif pour la distribution peut-être. Voilà. Et je pense pour un peu aussi, tu vois, genre amener du contenu étranger aux Coréens, c'est-à-dire qu'ils s'ouvrent un peu mondialement. Ouais, c'est clair. Mais du coup parallèlement, la production locale, elle en pâtit énormément, quoi. Je dis donc pas, je continue mon propos, mais effectivement, la conséquence assez logique de cette nouvelle concurrence libérée, c'est que l'industrie nationale va voir ses revenus baisser drastiquement. Et il va donc falloir trouver de nouveaux investisseurs. Et c'est comme ça que vont venir s'infiltrer les chaebol. Donc les chaebol, c'est des grands groupes industriels, donc des conglomérats familiaux. C'est un peu notre équivalent de Auchan dans le Nord. Et qui ils ont Decathlon, les Mulliers, voilà, exactement. pour illustrer un petit peu. Et donc ils vont venir s'infiltrer dans l'industrie du cinéma. Parmi les plus importants, on retrouve Samsung, Hyundai, Daewoo.
C'est des noms d'entreprises qui sans doute vous parlent. Et ils vont mener une stratégie très efficace et rentable puisqu'ils vont s'impliquer dans tous les domaines de l'industrie. Ça va passer par le financement, la distribution, la diffusion et même les ventes à l'étranger de films. Prévisionnaire. Hein, ils vont partout où ils peuvent. Je pense que dès qu'il y a une occasion, avec l'argent, tu peux faire pas mal de choses. Ah bah c'est voilà, c'est malheureusement le monde capitaliste. Et en fait, ils vont même réussir à relier leur savoir-faire initial, qui je rappelle est quand même à la base assez technologique. Hein, on parle de boîtes qui produisent des produits technologiques. Et ils vont réussir à relier à l'industrie du cinéma à travers la fabrication de magnétoscopes. À l'époque, ça se lisait, les films se lisaient avec les magnétoscopes. Samsung, c'est... Bah oui, il y a plein de DVD, non, de la marque Samsung, non? En tout cas, des machines lecteurs DVD, lecteurs cassettes, tout ça, et en fait, tu te rends compte, tu te rends compte qu'ils sont du point A au point Z de la chaîne de production. Et en fait, ça, je sais pas si tu vas en parler, mais c'est super intéressant d'un point de vue coût. Parce qu'en fait, ils n'ont pas besoin de sous-traiter, de demander, d'acheter à quelqu'un d'autre. Ils font tout en interne. Et c'est aussi pour ça que si t'as un problème, faut aussi repasser par la même entreprise, en tant que consommateur. Mais ça, c'est un grand gain de coût, en tout cas, pour clairement, pour la production. C'est ça. Et en fait, du coup, ils vont devenir très rapidement indispensables et incontournables dans le secteur du cinéma. Et donc c'est ainsi qu'en 1992 va sortir le premier film qui est financé à près de 25% par Samsung. Ce film c'est Marriage Story, Kowloon Yagi de Kim Hae-seok. Et cerise sur le gâteau, parce que sinon ce serait pas drôle, le film va être un succès à sa sortie, puisque près de 530 000 personnes vont aller le voir, et seulement rien qu'à Séoul. Et à l'époque, donc en 1992, c'est le 3e plus grand succès en salle de toute l'histoire du cinéma coréen. C'est fou. Donc c'est un pari réussi pour Samsung. Mais cette période prospère, elle va être de courte durée puisque suite à la crise financière de 1997, alors j'avais pas entendu parler de cette crise, mais a priori il y a une grosse crise asiatique en 1997 qui a commencé en Thaïlande. Donc ça a été une période économique assez compliquée pour la Corée du Sud aussi notamment. Et durant cette période, de nombreux chaebols, dont Samsung, vont progressivement abandonner l'industrie du cinéma pour se concentrer sur la survie de leur activité principale. Mais une autre génération de chaebols va prendre le relais, parmi lesquels CJ Entertainment, que vous connaissez sans doute, parce que en fait, je pense que dans tous les films coréens, on le voit, ce nom. Le bandeau sponsor à la fin, oui. Ouais. Donc CJ, Orion et Lotte. C'est sans doute des noms qui vous parlent aussi. Ils sont partout d'ailleurs. En Corée, ils sont partout. Ouais. Et donc ces 3 sociétés vont rapidement prendre de l'importance et ils représentent aujourd'hui 80% du marché du film. Et donc aujourd'hui, la CJ Entertainment, c'est la société qui domine l'industrie du cinéma en Corée, dans le domaine de la production, la distribution et aussi le nombre de salles de cinéma. C'est eux qui financent l'ouverture de salles. Et fait assez marrant. En fait, cette société, elle est dirigée par un des membres de la famille Samsung. Donc, quand on parle de conglomérat, tu vois, comme quoi ils sont pas partis très loin, Samsung. C'est la famille alors, ça. Tout reste dans la famille. Voilà. Parmi les sources qui m'ont aidé, il y a notamment un article de la revue des médias de l'INA qui s'appelle Le cinéma en Corée du Sud, histoire d'une exception culturelle. Et l'auteur de cet article, elle a une phrase que je trouve qui conclut bien en fait cette partie sur la révolution des années 80. Elle dit: ces sociétés étant également impliquées dans la distribution, les productions indépendantes à petit budget peinent à exister sur le marché, les chaebols mettant naturellement en avant leur production. Ce mode de fonctionnement présente un réel danger pour la créativité et la diversité du cinéma sud-coréen. Et c'est vrai que ça, c'est une réalité, c'est que malheureusement, du coup, le monde du cinéma, il est dominé par des géants et ça laisse peu de place aux indépendants. Et comme ils sont partout, tu l'as un peu dit, ils se promeuvent eux-mêmes, donc c'est un cercle vicieux finalement. Oui, vu qu'ils sont à toutes les étapes, ça laisse peu de place. Donc, c'est sûr. Et donc c'est comme ça que je passe à ma deuxième partie sur la Hallyu, la vague coréenne, le soft power coréen. Petit point étymologique tout d'abord. En fait, ce terme, ça vient, non sans surprise, du chinois. Donc Han c'est le caractère en fait pour désigner la Corée, les Coréens. Et Liu, ça veut dire courant en chinois. Par exemple, Liu Xing, en chinois, ça veut dire populaire, à la mode.
Donc ça vient effectivement de la Chine. Et donc comment et pourquoi apparaît ce terme de Hallyu? Eh bien, tout commence à la fin des années 90. Ce sont des années qui vont être synonymes de renaissance pour le cinéma sud-coréen. Tout d'abord avec plusieurs gros succès nationaux. On va avoir en 1999 le thriller Shiri, qui est réalisé par Kang Jae-gyu. Et ce film, c'est un des premiers films d'action à gros budget en Corée du Sud, puisqu'il a coûté près de 8,5 millions de dollars à produire. Et une partie de ce film a été financée par Samsung, donc c'est avant qu'il quitte le navire. Il y avait une société de production qui s'appelait la Samsung Entertainment, qui aujourd'hui n'existe plus. J'avais un petit résumé du truc, mais c'est peut-être pas important. Donc ce film, il a attiré plus de 6,2 millions de spectateurs, dont 2,4 millions rien qu'à Séoul, et ça bat ainsi le record jusqu'alors détenu par Titanic, qui avait attiré près de 4,3 millions de spectateurs. À Séoul, on parle. Oui, on parle de la Corée du Sud. Et ça permet au film coréen cette année-là d'atteindre 39,7% de part du marché, ce qui représente une hausse de 58% par rapport à l'année précédente. C'est-à-dire que, je vous le disais, hein, les films étrangers dominaient le box-office coréen, et grâce à ces succès nationaux, progressivement, la part du marché des films coréens va augmenter au fur et à mesure des années. En 2000, on a aussi le film Joint Security Area de Park Chan-wook, que vous connaissez sans doute pour avoir réalisé Old Boy ou Mademoiselle. Eh bien, ce film, il va attirer 5,8 millions de spectateurs. On a aussi le film Chingu de Kwak Young-taek, qui sort en 2001 et qui va attirer, lui, près de 8 millions de spectateurs. Et donc, c'est mes préférés. Ouais, c'est vrai. Tu nous avais parlé il y avait une fois où j'avais fait un petit sondage, il avait proposé Chingu en tant que film. Et grâce à ces deux gros succès aussi, en 2001, la part du marché des films coréens pour la première fois depuis des années va dépasser celle des films étrangers, puisqu'ils seront à 50,1% de part du marché. Et à ce jour, ce pourcentage, il est à peu près stable, c'est-à-dire que le secteur du cinéma sud-coréen se porte plutôt bien, puisque ça reste toujours en général un petit peu au-dessus des films étrangers. Donc un peu une renaissance, comme je disais, hein, pour ce cinéma qui revient de très loin. Ouais. Donc, quand tu dis étranger, je suppose que c'est surtout américain. Surtout américain, japonais, enfin voilà. Donc c'est quand même une belle part, 50%. Ouais, oui, c'est quand même. Je pense qu'en France, ça doit être aussi le cas, puisqu'il y a une loi qui oblige il y a un quota de films français aussi qui doivent sortir. Mais il y avait beaucoup d'aide au niveau du cinéma pour la production, tout ça. C'est entre autres pour ça qu'on a des grands festivals aussi en France sur le cinéma. Ouais. Donc effectivement, et d'ailleurs c'est une belle transition parce que je me parle de festival et cette renaissance, elle va passer aussi par la reconnaissance internationale. Et par exemple, en 2004, Old Boy de Park Chan-wook va recevoir le Grand Prix du Festival de Cannes. Et donc le Grand Prix, je savais pas, je suis allée vérifier, mais le Grand Prix du Festival de Cannes, c'est le second prix le plus prestigieux du festival, après la Palme d'Or et avant le prix du jury. Ouais, c'est pas l'équivalent du film d'honneur, prix d'honneur. Non, c'est la deuxième place. En fait, faut voir un peu un podium. Donc, c'est-à-dire qu'en tout en haut du podium, t'as la Palme d'Or. Ensuite, t'as le Grand Prix et t'as le prix du jury. Ok. Et eux, ils ont eu le Grand Prix. Le Grand Prix pour Old Boy. Ouais. C'est fou. Ouais, c'est pour la première fois reconnaissance internationale d'un film. Old Boy, ouais. Donc, avant Parasite, il y avait Old Boy. Alors après, Parasite a été le premier et le seul pour l'instant à gagner la Palme d'Or. Mais ça fait quand même, je sais pas s'il y en a plus, mais ça fait quand même 2 films coréens sur le podium. Oui. Ouais. Et on va aussi voir apparaître les premiers festivals internationaux dédiés aux films à cette période en Corée du Sud. Par exemple, le plus connu et le premier, vous en avez peut-être entendu parler, c'est le Festival international du film de Busan. Et il est lancé pour la première fois en 1996. Et son but à ce festival, c'était de faire connaître de nouveaux réalisateurs asiatiques. Donc ça a pris en fait ce festival, il a pris une ampleur continentale. International. Okay. Ouais. International effectivement, mais dans un premier temps continental, parce que c'était vraiment le but, c'était de faire connaître des réalisateurs asiatiques. Voilà. On peut aussi notamment citer le Festival international du film fantastique de Pucheon, qui est lancé en 97, et le Festival du film international de Jeonju, qui est lancé en 2000, et lui, il s'intéresse un petit peu plus aux films indépendants plutôt.
Ça donc parle, toi, tout ça, Herman? Parce que je te vois hocher la tête. Ouais. Oui. Ouais. Mais le cinéma, j'adore. Donc on en revient à notre vague coréenne, la Hallyu. Donc l'essor de la Hallyu, elle est certainement pas due au hasard, mais au contraire, c'est le résultat d'une stratégie réfléchie de soft power mise en œuvre par le gouvernement coréen et notamment par les présidents Kim Yong-sam et Kim Dae-jung qui ont présidé respectivement entre 93 et 98, puis 98 et 2003. Donc on voit que c'est assez récent. Pour rappel, en 97, je vous le disais, la Corée, elle est fortement impactée par la crise financière asiatique. Et donc la Corée du Sud, à ce moment-là, pour réagir, elle va se dire que pour rivaliser avec le hard power des grosses puissances déjà en place, on parle des États-Unis, du Japon, de la Russie, l'Europe, la Chine, plutôt que de les concurrencer sur quelque chose où ils peuvent pas trop les concurrencer, ils vont aller se concentrer sur le secteur culturel et l'exportation de ces produits. Et donc, oui. Est-ce que tu peux rappeler pour nos éditeurs qui sont pas forcément au fait avec hard power et soft power la différence? En fait, hard power, ça va être tout ce qui va être, ça va être la technologie, c'est les grosses industries, les armes aussi. Voilà, en fait, il faut voir quelque chose d'assez tangible. Hard, en fait, c'est vraiment parce que ça va être des produits. On parle de produits tangibles, alors que le soft power, ça va être plutôt quelque chose d'intangible. Et donc là, on parle ce qui est intangible ici, c'est la culture. J'espère que ça répond à la question. Donc soft, ça veut dire doux. Le pouvoir doux, c'est notre pouvoir, mais sans forcément faire de mal aux autres, quoi. Clairement, avec les grosses industries comme peuvent être l'armement, la culture, en fait, le pouvoir de la culture et l'impact que ça a, parce que finalement, la Corée du Sud, c'est un pays qui est pas très grand. C'est un pays qui est séparé en deux, surtout. Qui est séparé en deux, mais qui s'est développé assez récemment. Mais pourquoi tout le monde connaît la Corée du Sud aujourd'hui? C'est clairement grâce au divertissement. Donc, cette politique du soft power a beaucoup fonctionné. Clairement, leur reconnaissance internationale aujourd'hui, elle est due à cette stratégie de soft power. Et en fait, ça a été réalisable aussi parce que l'État coréen, il a été soutenu financièrement énormément par les chaebol et le but c'était de devenir l'un des 5 premiers pays de l'industrie culturelle et clairement ça a réussi et donc les chaebol ont massivement investi dans ce secteur. Le gouvernement, il va donc mener une campagne de promotion de la culture sud-coréenne et son fer de lance, et c'est là qu'on revient sur notre on retombe sur nos pattes. Son fer de lance, ça va être les séries télévisées, donc les K-dramas. Et cette promotion, elle touchera également le secteur de la musique avec la K-pop, les manhwa avec, vous connaissez sans doute les bandes dessinées coréennes digitales, mais aussi la mode, la cosmétique avec la K-beauty. Tous les K qu'on met. En fait, voilà, si c'est coréen, c'est K. C'est marrant que t'en parles aussi parce que, la dernière fois, donc au festival de K-drama, on avait parlé avec Erwan, Aude et Aude, lui. De justement le fait que tout est fait pour que ce soit 360, donc même dans les K-dramas, on va te parler de K-beauty, ça va te donner envie d'en acheter, tu vas entendre consommer exactement, tu vas entendre l'OST, la musique coréenne, ça va te donner envie d'aller consommer cette musique et en fait t'as une énorme boucle infinie. Et c'est pour ça que tu peux pas dire que c'est dû au hasard en fait. Tout ça c'est réfléchi et c'est ça qui est encore plus impressionnant, c'est qu'ils ont vraiment pensé, comme tu dis, à 360. Ça veut dire que dans les dramas, tu vas avoir de la musique, tu vas avoir de la nourriture, tu vas avoir des téléphones, les promotions, les sponsors. Enfin, ils pensent vraiment à tout. Les téléphones. C'est Samsung pour le coup. Puis même les marques de voitures, on les voit bien. Les marques coréennes, mais on rigolait sur le K, mais c'est clairement devenu une marque de vente, quoi. Mais en fait, je pense que c'est un signe distinctif et donc ils savent que c'est. Sephora, il jouait sur ça, sur la promotion de la K-beauty à un moment, donc c'est une valeur ajoutée aujourd'hui. C'est sûr. Donc je parlais de la K-beauty, on est tous, c'est impossible qu'on soit passé à côté du phénomène de la skincare routine, de Korean skincare routine. Mais aussi la cuisine avec les mukbang qui ont inondé YouTube depuis quelques années, ou bien encore la technologie avec les smartphones Samsung
entre autres. Et on peut notamment citer des partenariats un peu verticaux avec la K-pop, puisque par exemple ils avaient sorti une édition, un modèle brandé BTS à Samsung. Donc vraiment, comme on dit, hein, tout est lié, tout est pensé. Et si on revient dans le secteur de l'audiovisuel, les premiers signes de la vague coréenne à l'étranger, tu le disais Erwan, ils se sont fait ressentir dans les années 90 en Chine, puisque la Chine découvre dans ces années-là la série What is Love, Sarangi Mogille, et c'est le premier K-drama que va diffuser la télévision d'État, la CCTV, et ça va être la deuxième meilleure audience de son histoire. Je vous laisserai aller voir de quoi parle cette série. J'avais une petite... Elle te parle, cette série, Aaron? Non. c'est une série assez vieille, hein. Fin des années 90. J'avoue, même moi, je suis pas aussi bon. J'ai absolument pas traité de vieux, Aaron. En fait, il y a des séries, quand tu reviens trop dans le passé, t'apprécies plus pareil. Ouais, c'est sûr. Tellement tu t'es habitué à un confort de situation, et de revoir les situations d'avant, de les revoir dans les cabines téléphoniques. Non, non, c'est clair. C'est clair. Et du côté du Japon, on a aussi la série romantique. Celle-là, peut-être, ça vous parle un petit peu plus. Winter Sonata, qui va avoir un énorme succès, et ça va même être, étonnamment, un moyen d'apaiser les relations diplomatiques entre les pays qu'on sait un peu tendues, hein. On rappelle que la Corée a été très longuement colonisée par le Japon, donc disons que les relations étaient tendues et que la rancœur était très présente. Elle l'est toujours, hein, d'ailleurs, actuellement, mais... Et donc, grâce à toutes ces mesures et les succès qui en découlent, entre 1999 et 2003, le poids de l'industrie du divertissement dans l'économie sud-coréenne, elle est multipliée par 5. Pas par 2, pas par 3, par 5. Et même les mandats des présidents conservateurs Lee Myung-bak entre 2008 et 2013 et Park Geun-hye, vous avez peut-être entendu parler de Park Geun-hye. Alors, c'est notamment la fille du président qui s'est fait tuer, qui s'est fait assassiner. Mais vous en avez sans doute entendu parler de cette présidente, puisqu'elle a été arrêtée pour détournement, fraude, voilà, et elle aussi, elle avait elle était sous emprise d'une chamane. Ah oui. Voilà, et donc malgré ces mandats conservateurs et la censure chinoise qui commence à intervenir, et ben ça n'a pas pu arrêter l'élan de cette vague. Alors, petit fait annexe, pendant l'administration de la présidente Park Geun-hye, il y a une liste noire qui a été établie avec le nom de plus de 9000 artistes sud-coréens qui étaient jugés trop critiques à l'égard du gouvernement sud-coréen. Et donc le but de cette liste, c'était de retirer toute subvention de l'État dont ces personnes pouvaient profiter, puisqu'ils étaient trop critiques envers le gouvernement. Et je parlais de la censure de la Chine. En fait, la Chine, elle va commencer à limiter la diffusion des séries sud-coréennes et de clips de K-pop, parce que ça aurait un impact négatif sur la jeunesse. Aussi, ils considèrent que ils diffusent des valeurs morales mauvaises, comme quoi c'est trop homosexuel. Enfin voilà, c'est... Donc voilà. En 2009, la Corée du Sud, elle met en place un département spécial pour étudier les publics cibles d'autres marchés. Donc ils prennent les choses très au sérieux, attention. Elle a aussi mis en place une commission spéciale sur le nation branding. Donc c'est tout ce qui a trait à la promotion de l'image de marque d'un pays. On parlait de K, mais je pense que ça vient de là, hein. C'est pas anodin. Et la mission était entre autres de promouvoir la culture et les valeurs coréennes auprès des étrangers. Vous l'aurez compris, la Hallyu va générer d'énormes profits économiques et ça va être un facteur de croissance pour la Corée du Sud. La demande mondiale pour les produits coréens, que ce soit, on le citait, hein, les dramas, la K-pop, les webtoons, etc., ça va entraîner une hausse des exportations dans ce secteur. Et les marques sud-coréennes vont en profiter. On parlait des promos pendant les films, mais du coup, qu'il s'agisse de technologie, de cosmétiques, de mode, de gastronomie, tout y passe. Et évidemment, les personnes qui consomment sud-coréen, c'est parce que elles ont eu à un moment donné un intérêt pour la... Et nous, on n'en fait pas du tout partie. Pas du tout. Par extension, le secteur du tourisme, il va aussi profiter de ce succès. De nombreux fans de séries coréennes, ils vont se rendre sur des lieux de tournage uniquement parce qu'ils ont vu ce drama.
pour citer du coup un exemple sud-coréen, parce que récemment on a entendu parler des exemples de Gobelins justement, ils sont partis tourner au Canada, donc il y a des panneaux pour les étrangers, enfin pour les Coréens, c'est écrit en coréen, veuillez ne pas stationner devant la porte, vous gênez le passage, tout ça. Ou drôle, Crash Landing on You aussi, il y a eu ils sont allés tourner en Suisse, donc c'est pareil, la petite ville dans laquelle ils ont tourné, elle a vu son tourisme enfin ouais, c'est mais là on a un exemple du coup sud-coréen, puisque Winter Sonata a été tourné sur l'île de Namisom. Les filles vous connaissez parce qu'on y a été ensemble. Non, ça doit être celui qu'on n'a pas été. On n'a pas eu le temps de le faire. En tout cas, cette île accueillait 270 000 touristes en 2001. À la sortie du drama, et après un an sa sortie et le visionnage par les étrangers, ils ont accueilli près de 2 millions de touristes l'année suivante. Donc ouais, on parle de Après je sais pas si c'est particulier à la Corée, parce que pour le coup là on voit c'est des chiffres qui sont énormes, mais c'est vrai que le tourisme de série de manière générale est toujours énorme, que ça soit sur Le Seigneur des Anneaux, j'y pensais aussi, Game of Thrones, c'est ce que j'allais dire, Game of Thrones aussi, ça va être des en fait je pense que Paris. Ah oui. Clairement, après c'est parce que c'est aussi un public de fans, et ce qui fait que les fans dépensent de l'argent, et que ça soit dans le tourisme. Je pense que oui, c'est un truc assez général, et les pays ou les villes, ils jouent sur ça aussi, parce qu'ils savent que ça. Mais ça veut dire qu'ils ont quand même réussi à fidéliser en fait les gens, et ça c'est. On pourrait être consommateur, mais c'est tout. Enfin, regarder une série de temps en temps, mais en fait non, c'est de manière générale. Enfin, comme tu disais, comme tout est lié, ça. En fait, c'est limite, c'est limite effrayant à quel point c'est tentaculaire. Non, mais c'est tentaculaire, tu vois, c'est-à-dire que ça part vraiment dans tous les sens, et tu t'es pris dans une toile et tu peux plus en sortir. Elena. Ouais. Excuse-moi, peut-être que tu vas le mettre dans ton discours, mais à partir du moment où les Chinois censurent les distributions coréennes en termes de drama, est-ce que dedans t'as pas l'arrivée après de Netflix et des Américains? Je rachète les droits et les distributions moins chères. Alors, c'est un bon point, j'en parle pas, mais effectivement, c'est forcément lié, c'est que après l'arrivée des plateformes aussi, ça va faciliter. Ouais, vas-y. Il me semble dans ce que je te dis que c'est 80% ce qui s'est passé. 80%. Ah ouais. Mais je pense que c'est aussi lié au fait que c'est aussi un effet de mode. Netflix enfin, je pense à Amazon, et puis là, M6, je crois. M6. Ouais, M6, ouais. Il voit que ça marche. à la même échelle que Netflix. Ils essayent. Mais, ils voient que ça marche, qu'il y a un gros public et qu'il y a du potentiel. Et encore, je trouve qu'ils investissent tardent un peu, dans ça à fond, quoi. Ouais. Non, c'est clair que l'arrivée des plateformes aussi, ça va permettre de mondialiser plus rapidement la consommation de contenu étranger. Et ça, pour le coup, ça a été très intelligent de la part de Netflix, c'est qu'en fait, ils ont tout de suite compris que ils ont été rapides au final, tu vois, de remarquer l'intérêt qu'il y a pour les dramas coréens, et c'est vrai que ça leur réussit bien, je pense. Et aujourd'hui, tu vois que Netflix il te bombarde là où, comme tu disais, Erwan, il y a quelques années, enfin une dizaine d'années, c'était impossible de trouver des dramas, il fallait aller sur des sites obscurs, tu t'attendais le truc, enfin la traduction tu l'attendais une semaine et tout. Là maintenant c'est limite instantané. Mais c'est surtout que c'est même plus que de la diffusion, c'est aussi de la production. Oui, il y a la production aussi, la coproduction. Ah non, c'est tout un secteur. Là où il y a de l'argent, tu vas là où il y a de l'argent. De toute façon, c'est. D'ailleurs, Erwan, on t'a pas dit, mais notre podcast est sponsorisé par Netflix. Par Netflix. Non, c'est faux. Alors, avec grand plaisir. Merci. Non, mais c'est vrai que depuis le début des saisons, en fait, les séries qu'on a regardées jusqu'à présent, c'est toutes des séries qui sont disponibles sur Netflix. Parce que c'est aussi le plus accessible, je pense. Une des plateformes les plus connues aussi aujourd'hui. Les plus complètes. Bah ouais, c'est ça, parce qu'en fait Viki, c'était vraiment pour ceux qui connaissent vraiment bien, on va dire, la culture. Mais je pense que Netflix, eux, c'était pour toucher une autre niche. Bien sûr. Et surtout, ils ont professionnalisé aussi un peu la chose. Parce que Viki, c'est fait par les fans pour les fans. C'est un peu leur comment tu dis, c'est leur
Leur slogan. Et là où Netflix, en gros, est intervenu, c'est qu'ils ont professionnalisé dans le sens où c'est des vrais auteurs qui vont traduire les sous-titres, etc. Ouais, des auteurs professionnels. Ouais. Pardon, je t'ai coupé, Erwan. Et c'est ça, hein. Et c'est que, en plus, Netflix, dans leur chance, il y a eu le Covid. C'est vrai qu'ils sont tombés au bon moment. C'est là que t'as commencé à avoir pas mal de séries coréennes, ouais. C'est là où les gens ont même beaucoup découvert des séries coréennes à cette période-là. Ouais, ils sont rentrés dedans. Et si on peut citer un grand exemple, c'est Crash Landing on You. Enfin, c'est la série coréenne des Covid de Netflix, quoi. Enfin, en fait, c'est sorti en quelle année, Crash Landing on You? 2020. Ah ouais? Ah, je pensais que c'était plus vieux, moi. Ah non, c'était vraiment... Pour moi, c'était ça. En tout cas, je sais pas, faut peut-être repartir dans mes notes, mais pour moi, c'est sorti en 2020 et pendant qu'on était... Bon, après, ils avaient sûrement déjà tourné, mais voilà, quoi. Et c'était le bon timing. Moi, c'était Itaewon Class. Itaewon Class aussi. C'est vrai qu'il y avait Itaewon. En fait, je pense qu'il y a les deux. En fait, ouais, c'était vraiment... je sais pas lequel est sorti en premier, mais... Après, avec Itaewon Class aussi, je pense qu'il y avait un côté où c'était plus ouvert au public étranger parce que, justement, ils parlent d'un quartier en Corée où c'est très très un melting pot de culture. Je vais finir ma partie comme ça parce que là je vois que le temps file. Non, c'est avec plaisir, mais je voudrais pas on n'ait pas le temps de que Emma te tape. Donc on était sur le tourisme. Selon l'organisation du tourisme coréen, plus de 13% des touristes qui ont visité la Corée en 2019, c'était spécifiquement pour découvrir la culture et assister à des événements de fans. On pense à des concerts par exemple. Et les dépenses ont totalisé près de presque 3 milliards de dollars. C'est fou. C'était intéressant parce que je croyais avoir vu quand BTS était pratiquement tous en service militaire, même le gouvernement coréen s'en est aussi un peu mêlé en disant en fait c'est ceux qui nous rapportent le plus. Enfin, il y avait tout un débat pour savoir est-ce qu'ils doivent faire leur service militaire ou pas. En fait ça va même au-delà de l'industrie. Là c'est clairement une politique nationale. Ah oui. Mais de toute façon je veux dire maintenant le soft power, enfin là la Hallyu, elle est intimement liée à la politique, à l'économie sud-coréenne. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui c'est alors ça et le domaine de l'automobile, enfin voilà, mais sinon c'est enfin c'est je pense que c'est ce qui fait vivre leur économie, hein, très clairement. Mais du coup, désolé, on te rallonge un peu, Elena, mais ça me fait aussi penser il y a eu aussi une vague à un moment de recrutement de influenceur. J'ai vu passer. Mais c'est une histoire de dingue et je sais pas si on se rend compte de la chose. C'est-à-dire que c'est tamponné par le gouvernement. C'est un truc, c'est pas quelqu'un qui s'est levé. C'est vraiment certifié par le gouvernement qui se dit tiens, allez, on continue la propagation là. On va faire une académie pour tous ceux qui sont intéressés par la Corée et on va vous apprendre à être des influenceurs dans la K-Content, quoi. Mais moi je trouve ça fou. Mais ils sont dans certains sens, ils sont très innovateurs en fait. Dingue. Ouais. C'est effrayant. C'est effrayant. Tu t'es pas inscrit, Erwan? Non. Moi, ce qui me rend le plus fou dans tout ça, c'est que il y a quasiment 40 ans, la Corée, ça faisait partie d'un pays du tiers-monde. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Moi, je trouve ça et que les gens, à cette époque-là, dans les années 90, quand tu leur disais la Corée du Sud, ils savaient même pas où c'était. Ils savaient pas la placer. Ouais. Et que maintenant, tu vas voir n'importe qui, une personne sur trois, elle connaît la Corée, elle va être tout de suite sur la K-pop, sur la K-drama, la K-food. Donc, en fait, je trouve que ils ont évolué, mais pas forcément très rapidement, mais au fur et à mesure du temps. Ouais. Et là, ils arrivent à s'installer, mais la génération ancienne a très peur pour la Corée quand même, parce qu'en fait, la Corée maintenant est très focus sur ça, sur que de l'entertainment, que de la carrière professionnelle. Il y a plus beaucoup de mariage, de naissance. Et ça a malheureusement un impact sur la natalité aussi. Mais au final, tu vois, tu disais ils ont pris leur temps. Moi, je trouve que sur l'échelle de la datation du pays, on rappelle que la Corée du Sud, il y a eu la guerre en 1953. Mais en fait, on parle là 80 ans, tu vois. Enfin, il y a des grands-parents encore aujourd'hui qui ont connu ce moment, quoi. C'est fou, en fait. Pour moi, c'est fou la vitesse à laquelle ils se sont développés. Ils sont passés de pays pauvres, littéralement, à une des plus puissantes économies mondiales.
Donc non, c'est effrayant. Quand on y réfléchit, c'est un peu effrayant, mais c'est impressionnant. Ouais. Et donc ceci clôture donc cette rétrospective sur l'histoire du cinéma coréen. J'espère que vous avez apprécié ce sujet et que ça vous a autant passionné que ça m'a passionné moi. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil aux sources qui m'ont aidé à rédiger mes parties. Parce que ce que je vous ai partagé, c'est évidemment non exhaustif. Il y a beaucoup de choses que j'ai dû éluder et que j'ai pas citées, mais qui sont tout aussi intéressantes. Et donc, je te repasse la parole, Emma, pour la partie traduction en herbe qu'on attend tous avec impatience. Ah non, la pression. Merci beaucoup, Elena. Allez, on peut le faire. On est presque à la fin de ce chapitre de cette émission. Et donc, je vous propose le jeu de traduction. Alors aujourd'hui, je me suis dit qu'on avait plein de choses à faire. J'ai qu'un mot. Et vous allez voir, ça va être un peu drôle parce que, bon, j'en dis pas plus. J'ai sélectionné 3 moments dans la série, qui, illustrent le mot que l'on recherche aujourd'hui. J'ai mon rire. Je te rire. C'est mon rire, démoniaque, c'est ça. Oui, ça représente bien donc on est à l'épisode 10, donc de la Jusqu'ici logique, effectivement. Et on est au tout début de la série. Et c'est le moment où chacun un peu s'ouvre à chacun. Et là, il y a un échange entre Mubi et son petit chéri Kyum. 나도 내 비밀을 말해도 좋아해 주나? 안 떠나고. Voilà, premier extrait. Comment? On voit l'image en fait. Vous voyez l'image? Ouais. C'est fou. Très bien. Donc là, c'était le premier extrait. Est-ce que sans me dire le mot que vous pensez que c'est, est-ce que vous avez un indice du mot que j'ai retenu ici? Peut-être. Non, non, moi je vais pas m'avancer de toute façon. Sans me dire le mot, Erwan, est-ce que tu penses que t'as un petit indice? Encore non. Ok, allez, je vous donne un autre moment. On est pareil à l'entrée, on est à 11 minutes et quelques, 58 pour être exact, de la série, toujours épisode 10. Toujours entre Mubi et son petit chéri. Guillaume. Donc ils se parlent. 겸아, 너의 비밀은 뭐야? Voilà, nouvel extrait passé. I got it. Il y avait genre 2 mots dans la phrase. 3 mots. C'était 겸아. Je pense que ça chauffe, qu'on y est presque, le mot utilisé. Oh là, on est dans un volcan là. Très bien, je vais voir si vous avez vraiment, vous pensez vraiment avoir la solution. Je vous passe donc le dernier extrait que j'ai sélectionné. Allez, let's go. Avec le mot à trouver. Toujours le même moment entre Guillaume et sa chérie. 끝까지 모른 척했어. 거봐, 내 비밀은 우울해, 비겁하고. Et voilà, c'était le dernier extrait. Je sens que... Suspense. Le suspense, c'est pas le pas. Alors, c'est à son comble. Je propose qu'Arwan, je sens que tu l'as la réponse. Non, mais je vais pas le dire, je le garde en secret. Bien joué. Bien joué, effectivement. Le mot, c'était secret. Oui, Pimil. Et donc... Ouais, c'est une belle transition, un bon pont sans faire exprès. Ouais. Tout à fait. C'était ressenti, ton impression en tout cas, Erwan, pour la première partie de ce chapitre. Je tiens à préciser que ça n'a pas du tout été discuté avec Erwan. En fait, il y a beaucoup de hasard dans cette situation, comme dans le drama. Dans un film, j'ai l'impression. Donc voilà, je trouvais que ça collait assez finalement avec ce dernier épisode où les secrets, les pimils se sont un peu dévoilés, révélés, et on sait enfin le fin mot de l'histoire pour tout un chacun. Et voilà, je trouvais que c'était un mot très intéressant, pimil.
Finally. Et c'est vrai que je crois que tu l'avais dit à la première partie du chapitre où en fait on se quitte avec justement voilà, c'est quoi leur fameux secret à tous là, c'est trop bizarre, on a eu un peu peur même d'ailleurs à la fin de l'épisode 9 et puis voilà, tout s'est résolu et franchement, c'était pas des énormes secrets non plus. Non, mais ils ont voulu nous faire peur. Bien sûr, évidemment. Je voulais quand même aussi faire un petit topo de tous les mots qu'on a appris ensemble, les filles, au cours de ces chapitres. Hein. Donc, dans le chapitre 1, on avait appris le mot réflexion, souci, avec komin. Réfléchir sur quelque chose, komin hada. On avait également appris le terme kamdongnim pour réalisateur. Tout à fait. Allez, est-ce que vous... Ouais, t'as suivi. J'ai juste oublié critique. Ah, alors critique, c'est Yonghwa Pyeonglon. Pyeonglon. Mais après, on avait aussi Shinario Chakkanim. Scénariste. Oui. Et producteur. Oui, j'ai déjà oublié. En plus, je l'ai dit tout à l'heure. Mais on avait également, avec le deuil de de Guillaume, c'est son frère, on avait appris le mot douleur, goton, la douleur, goton, et l'expression napoda nunpoda, qui voulait dire, c'était pour exprimer une supposition. On dirait que, on dirait bien, il semble que. Donc, un terme qu'on mettait à la fin des phrases. Npoda, napoda. Mais. Ok. Et là, sur ce chapitre 4, donc, Pimil, c'est quelque chose qui est connu que par un nombre limité de personnes, si on veut, expliquer le terme Pimil. C'est quelque chose qui doit être caché aux autres, au public. Donc, secret. Un secret. T'avais peur qu'on le découvre pas d'un coup, c'est ça? Non, je savais que vous alliez trouver tout de suite parce que je sais que vous êtes tous trop forts ici. Hein. Trop fort. Donc voilà, ce qui clôture mon dernier jeu de traduction pour la série Mellow Movie. Merci Emma pour cette traduction en herbe. Je vous en prie. 나도 내 비밀을 말해도 좋아해 주나? 안 떠나고. 겸아, 너의 비밀은 뭐야? 끝까지 모른 척했어. 거봐, 내 비밀은 우울해, 비겁하고. Et comme on parle de clôture à chaque fin de série, ce qu'on aime bien faire, c'est choisir la prochaine. Donc aujourd'hui, on va faire pareil. Alors, Erwan, les filles, aujourd'hui, on fait un peu différemment des dernières fois. Souvent, ce qu'on faisait, c'est que tout le monde venait avec des suggestions et on piochait dans notre petit sac en jute la petite suggestion. Mais cette fois-ci, comme on revient de Corée, en fait, on est revenu avec des scripts. Dieu est revenu avec des scripts par milliers dans ta valise. Une valise entière de scripts. Donc, j'ai avec moi des scripts de séries, donc écrits en coréen, hein, et on s'est dit que c'était intéressant de faire un podcast, une émission sur une des séries qui a été ramenée. Mais on a aussi voulu pimenter la chose. J'ai voulu aussi pimenter la chose. J'ai 2 autres dramas qui ont été proposés, mais qui ne sont pas dans la liste de scripts. C'est qui les a proposés? J'ai demandé à ma super co-animatrice Elena de me proposer 2 dramas. Et vous allez voir, il y a un running gag parmi la sélection, mais bon, ça va venir au moment où nous allons le découvrir. Parce que je suis une personne très prévisible. Donc là, tu me punis d'être arrivé en retard ce matin, c'est ça? Non, pas du tout. Donc alors, ce qui va se passer, comme Erwan est à distance, j'ai prévu quelques papiers, des petits papiers. Et en fait, je vais les numéroter et chacun, on va donner un nombre entre, donc il y en a 8, il y a 8 propositions, un chiffre entre 1 et 8. Donc, on va sélectionner le chiffre, l'énoncer, et ce sera celui qu'on ne fera pas jusqu'à la fin. En décision, c'est celui qu'on fera. Le dernier qui reste, c'est celui qu'on fait. Ça te va, Erwan? Très bien. Donc, c'est-à-dire que le numéro que je vais dire, vous le faites pas. C'est ça.
C'est ça. Ok. C'est horrible. Mais j'ai besoin d'un stylo parce que j'ai pas numéroté. Ah, bravo. C'est quoi cette sélection à la nord-coréenne? Tout de suite. Ah, on t'avait pas prévenu qu'en fait... dictature ici. Ouais, tout à fait. Allez, je numérote. Et je mets ici. On voit pas ce que c'est. Vous voyez pas? C'est un peu le truc à la Squid Game, là. C'est numéro 2. Non. C'est ça. Je vous avez vu, j'ai numéroté que maintenant pour vous dire à quel point je ne sais pas ce qu'il y a derrière non plus. C'est pour ça que comme ça tu ignores également. Exactement. Pour vous dire à quel point t'étais en retard pour préparer ta partie. Non, voyons. Emma, elle s'arrachait les cheveux avant que tu nous rejoignes dans le call de Erwan. Mais en fait, est-ce qu'à la fin, vous pouvez me dire que si dans les strips que vous avez choisis, il y en avait un que vous aurez voulu faire? Si il y en a un qu'on aurait voulu faire, quoi? Ouais, on pourra te dire. Allez, du coup, je propose que Erwan commence. Donc, on va faire comme ça. Le tour commence par Erwan, ensuite Ninon, Elena, moi, et ça continue. Ensuite, c'est Erwan. Ok. Allez, c'est parti. Alors, Erwan. C'est tellement horrible. Donne-nous. Allez, le 6, ça dégage. Le 6, allez, ça dégage. Alors, le 6, qu'est-ce que c'est? Ah, on ne fera pas The Good Bad Mother. Ok. Napen Oma. Donc pour l'histoire, c'est l'histoire d'un procureur qui a perdu la mémoire suite à un accident et qui revient vivre à la ferme. Donc là, on a en gros une histoire entre quête de vérité, rédemption familiale, blablabla. Donc c'est une histoire entre sa maman. Mais c'est super récent ce drama, non? 2023. C'est plutôt récent. Hein. C'est ça. Donc on ne fera pas The Bad Mother. The Bad Mother. Bye bye. Miané. Mais j'aime trop ce roman en plus, putain. Allez, Linon. Entre 1 et 8, mais il y a plus de 6. Moi, mon chiffre chance, c'est le 2. Donc tu veux virer le 2? De toute façon, je sais que vous allez pas vouloir le garder, donc ouais, je vais Ah bon? Tu vires le 2, allez. Ouais. Qu'est-ce que c'est, Ninon? Alors, on ne fera pas Chicago Typewriter, qui est une comédie fantastique, historique et romance. C'était celui que j'avais envie de faire. Non. Voilà. Oh, d'accord. Tu lis le synopsis? On lit les synopsis ou pas? Ouais. Han Seju est un jeune écrivain au succès planétaire. Un jour, il se retrouve propriétaire d'une mystérieuse machine à écrire, envoyée pour lui depuis Chicago. D'étranges visions commencent alors à le hanter, ce qui ne facilite pas sa vie, déjà éprouvée par la folie de certains de ses fans et la menace imminente du syndrome de la page blanche. C'est un truc qui fait peur ou quoi? Non, pas du tout, en plus. Ça se passe dans la Corée des années combien? Je sais que ça bascule entre les années d'occupation japonaise et le présent de l'époque de la série. Je sais plus c'était en quelle année, j'ai pas noté, mais voilà. C'est pas les années 30 en tout cas. Peut-être. C'est vrai qu'il y a encore l'occupation japonaise. C'est ça, exactement. Les années 30. Ouais. Et la série, elle date de 2018 peut-être. Chicago Typewriter. 2017, je crois. 2017. Donc on ne fera pas Chicago Typewriter. Dommage. J'ai le cœur qui bat. Eh bien, heureusement que tu as le cœur qui bat. Ouais, c'est vrai que c'est mieux. Tu nous flashes depuis le début, j'avais besoin. C'est vrai que c'est mieux. On ne fera pas le numéro 8. On fera pas le numéro 8. C'est dommage. On fera pas Extraordinary You. Donc petit synopsis. Donc c'est une série qui est sortie en 2022, comédie drame. On suit Woo Young-woo, une avocate débutante autiste qui utilise sa mémoire photographique pour résoudre des affaires tout en naviguant dans la discrimination professionnelle et en s'adaptant à la vie sociale. Écoutez, sachez que pour ceux qui connaissent le personnage de Dongorami, c'est un peu c'est ton totem. Ouais, parce qu'on avait fait un théâtre en coréen et j'avais joué ce personnage et j'avais adoré. C'est vrai. Allez, à mon tour de choisir. Pas celui-là. Peut-être une autre fois. Et je pense qu'on ne fera pas le numéro 4. Tu m'as regardé. Elle m'a regardé. Non, elle m'a regardé. Ça veut dire que c'est un mot. Alors, on ne fera pas Death Game. Non. Ça fait 3 fois que je le mets dans le pot. Ça fait 3 fois. Effectivement, Erwan, depuis la saison 1, Death Game revient à chaque fois. Et à chaque fois, on ne le fait pas. Il y a même une fois où il y avait 2 fois le nom. J'avoue.
Tu l'as vu ou pas, celui-là, Erwan? Ouais, mais je crois qu'il y a des signes qui trompent pas. Oh non, mais c'est pas possible. Il est incroyable en plus. Donc, Death Game. Non, mais attends. A-t-on encore besoin de le présenter? Non, c'est vrai qu'on l'a tellement présenté que... Mais moi, je me dis, présentons-le encore. Peut-être que la prochaine fois, on pourra le sélectionner. Ce sera la bonne. Prochaine fois, on va mettre que Death Game dans toutes les propositions. Sauf un, et si on tombe sur le... Vraiment, ça pourrait être très drôle, hein. Moi, je propose qu'on le fasse vraiment. Donc, Death Game, on est plutôt donc sur de la comédie slash drame. Après des années de chômage, Chueyi tente de se suicider. La mort offensée le condamne à rejouer 12 vies où il doit empêcher une mort imminente pour espérer continuer à vivre. Qu'on ne fera pas. Voilà. Hélas. J'ai vu ton regard. J'ai vu tu sais, tes yeux, là, ils sont partis sur le côté, ils m'ont regardé. J'ai dit, ok, c'est mort. J'ai vu ça, j'ai fait, Elena va être déçue. T'allais dire quoi, Erwan? Il se suicide, c'est pas, il tente. Oui, il se suicide. Oui, il se suicide, effectivement. Mais bon, c'est juste que comme il est rappelé par la mort et qu'il revient ensuite à la vie, ouais, il est pas vraiment mort. Oui, quoi. bon, voilà. Allez, Erwan, tu nous choisis un chiffre entre 1, 3, 5 et 7. Ah, le 1. Ah, j'ai peur. On ne fera pas. Ah, When the Phone Rings. When the Phone Rings. Ah, okay. Je suis pas si déçue que ça parce que je l'ai pas vu. Oui. Mais j'ai appris que la fin était décevante, donc. Donc When the Phone Rings, on est sur du mystère, de la romance aussi, mais aussi un peu de thriller. C'est l'histoire de Baek Seo-won et Hong Hye-ju qui sont mariés depuis 3 ans grâce à un mariage arrangé. Lui, il est porte-parole et elle, en fait, elle est muette et interprète en langage des signes à la télévision. Mais bon, leur mariage est tenu un peu secret et tous les deux se comportent comme des étrangers dans la vraie vie. Puis un jour, Hye-ju est enlevé et son mari est contacté par téléphone par le kidnappeur et il menace de tuer sa femme. Hye-ju rentre saine et sauve finalement, mais Baek Seo-won continue de recevoir des appels et des menaces. Ok. Donc, When the Phone Rings, qu'on ne fera pas. Merci, Erwan. Tu l'avais vu celui-là, Erwan? Ouais. Et la fin, t'es d'accord? Elle est pas ouf ou? Non, ça, moi, j'ai bien aimé. T'as bien aimé? Ok. Parce que j'ai entendu beaucoup de personnes dire qu'ils étaient déçus par la fin. Je pense que que la fin était controversée plutôt que décevante parce que en fait il faisait allusion à. Me dis pas, j'ai pas vu. D'accord. Non. Pas de spoil. Pas de spoil. En fait, je crois qu'il y a eu un problème de traduction ou de compréhension dans ce qui a été écrit. Ah, ok. C'est surtout ça en fait. Ok, Ouais. d'accord. Okay. Si c'est que ça, alors. Je le alors, peut-être. Ni non, on approche de la fin. Il te reste le numéro 3, 5 et 7. Elena est stressée. Je suis stressée. Le 7. On fera pas le 7. On fera pas le 7. J'ai un mauvais pressentiment. Je l'ai vu. Oh non, notre seule occasion de sponsor M6. On ne fera pas Lovely Runner. Alors, Im Sol est une grande fan et admiratrice de Ryu Song-jae, membre du célèbre groupe Eclipse, avec mon accent bien français. Mais derrière tous ces strass et paillettes, la vie de star est loin d'être rose. Im Sol le constate en apprenant la mort de son idole. Dévastée, elle se retrouve par hasard 15 ans en arrière, encore au lycée. Voyant cela comme une aubaine, Im Sol décide de changer le destin en sauvant Son-jae coûte que coûte. Santeya. Et depuis tout à l'heure, c'est des dramas récents, là, c'est 2024. Oui, c'est vrai. Je pensais que c'était des là scripts 2023. Ouais. Une chance sur deux. Allez, Elena, il te reste 3 et 5. En fait, je vais être instigatrice de mon malheur. Ou de mon bonheur. Ok. On fera pas le 5. On fera pas le 5. Allez. là, sa vie en dépend, je dirais. Oula, oh non, qu'est-ce qu'on ne fera pas, Elena? On ne fera pas Moving. Je tiens à préciser que c'est également la 2e fois que Moving passe dans le tirage au sort et la 2e fois qu'il se fait recaler. Pas de chance, purée. J'aurais dû dire ça. Je voulais pas trop jouer, mais en fait, je voulais dire, garde le 5, c'est mon numéro bonheur. Ah, fallait me le dire. Purée. Viens, on annule. Viens, on annule. Rappelle-toi, Moving, j'ai adoré. Mais je l'ai adoré aussi. Ouais. Il y a la saison 2 qui sort bientôt en plus. Ah là. Je suis dégoûtée. Bon, Moving.
qu'on ne fera pas. Du coup, dans cette série, on suit des parents dotés de super pouvoirs et leurs enfants. Ce thriller fantastique alterne entre leur passé et le présent lorsque tous deviennent la cible d'un espion impitoyable. J'ai envie de pleurer. On ne fera pas Moving. Purée. Pour le dernier qu'on fera, du coup, je propose que Erwan annonce, parce que je sais déjà ce qu'on va faire du coup. Ah, tu sais. Oui, parce que j'ai fait la liste. Non, regarde pas. Je t'envoie un petit message, Erwan. vas-y. Et donc, tu nous annonces Le numéro 3. le numéro, c'est le dernier, numéro donc 3, le numéro 3. Et en fait, ce qu'il y a derrière, c'est... Squid Game. Je quitte cette salle. Eh ben, vraiment, c'était pas fait pour moi. Vous allez faire Gobelin. Gobelin. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas la série préférée de Elena? C'est une de mes séries préférées. Mais Ok. du coup, je l'ai vue 47 fois. Bah, alors, donc, t'es contente. Oui, mais je vais rien découvrir, c'est ça le truc. Oui, mais le truc, c'est que tu vas le voir d'un autre œil avec Parloma Peut-être, Cadéra. c'est vrai, peut-être. Ok. Mais première fois, du coup, qu'on fait un truc fantastique. C'est vrai. Un peu de Donc, ouais. statique. Et Bah, tu vois, t'aurais dû me dire, t'aurais dû intervenir, Erwan. mais non, moi, je suis pas contente T'aurais de dû le faire. intervenir. Parce que sachez que Elena fait absolument que de nous en parler de ce truc-là. Parce qu'il y a Moving Gongyu. Ah, non, Gongyu. de Goblin. Gobelin. Et- Tu l'as jamais vu? Bah non. Ah. Et donc, moi, je suis contente. Et puis, le hasard aussi fait qu'on fait un ciel différent. Donc, C'est vrai, c'est vrai. cool. Non, mais je suis contente aussi. Je suis juste un peu triste. Et même si j'aime pas trop le truc, je crois que c'est quand même un des dramas où il y a une très bonne bromance Ouais. Ouais. Je suis Ah d'accord. oui, j'ai cru voir des Mm. et extraits. une très belle OST aussi. C'est vrai, c'est vrai. Tout à fait. Donc, on a hâte de faire Gobelin. Et ouais, merci pour cette conclusion, Erwan. Merci beaucoup pour Je t'en prie. cette belle nouvelle. Écoute, on clôture Mellow Movie. On est passé par plusieurs états, hein, comme tu l'as dit, Ninon. On a découvert cette série qu'on ne pensait pas voir. Merci encore, Erwan. Ouais. On a passé de beaux moments après. entre les mouchoirs et les seaux d'eau. Mais c'était une belle découverte. Encore merci, Erwan, d'avoir participé Ouais. Merci pour ton temps. oui, Avec à ce plaisir. podcast avec nous, d'avoir prêté ta voix. Et Très intéressant. et ton savoir sur les K-dramas. Voilà. J'aime pas plus que vous, hein. Franchement, vous êtes très épatant dans votre façon de faire, de façon de voir les choses, de dire et tout. Oh, c'est très Franchement, gentil. c'est même c'est très enrichissant aussi pour moi. Franchement, j'ai kiffé, tu vois, j'avais même pas envie de parler, j'étais spectateur. Je me dis, franchement, tu sais, elles sont vraiment pointues, elles parlent bien, elles disent bien les choses. Franchement, c'était vraiment satisfaisant. Ça nous Attention, touche. Merci. on a fait un effort, on n'a pas dit de gros mots dans cet épisode. J'ai dû en dire un ou deux, ça a dû m'échapper. Mais... D'habitude, on va les coussins voler, mais Non, c'est vrai que Emma m'avait un peu spoilé en me disant, bon, tu verras, peut-être que ça peut partir en vrille. En débat, Et là, je trouve que ça a été plutôt calme. on a été sages. On sait se tenir en public. bon voilà, it's a wrap, les amis. C'est une fin. Dernier chapitre sur la série. Au revoir l'univers du cinéma. Non, bah, Oui, dans le cadre de voilà. Au revoir donc Guillaume. Au revoir Mubi. bien joué. Merci. Au revoir Shijun. Au revoir Jua. Tu vas tous les citer. Oui. Au revoir Jao. Au revoir Mang. Kamdoning. Ma Kamdonim. Au revoir à tous. Et au revoir Ninon. Au revoir Elena. Ah ouais, non, ouais, d'accord. Au revoir. Pas de saison Erwan. suivante, en fait. Et merci beaucoup à tous sur ces belles paroles. C'était donc voilà tout pour aujourd'hui, pour cette saison en tout cas. On espère revient. que oui, Merci cette saison vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour la saison 4, comme Erwan l'a dit, sur Gobelin. Topkebi. Encore un grand merci à Erwan. Et Merci à n'hésitez vous. pas à aller le voir sur les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai, Ça, on n'a pas parlé. On mettra tous les liens en description. Bien tout à sûr, fait. si Erwan est d'accord. Hein, Oui, pas Ah, de souci. d'accord. Donc, Fresh Soju, c'est Fresh Soju, yes, représente. L'eau coréenne. L'alcool, c'est de l'eau. Allez, bon, merci beaucoup tout le monde. Merci à vous. de nous avoir écoutés. Turajujoso, Kamsahamnida. Kamsahamnida.